Donc, moi, c'est Vincent Hédin, je suis journaliste, je travaille sur la désinformation de l'extrême droite et le dérèglement climatique. Je dors modérément bien. Voilà. Et la journée d'aujourd'hui ne va pas m'aider puisqu'on va effectivement on va aborder cette question de l'alerte démocratique ce matin avec un diptyque en 2 temps. Ce matin, on va être sur diverses crises. Parce qu'il y a, normalement, il y a le titre de la table ronde derrière, il y a un S à crise. Qu'on va aborder avec ma voisine, la philosophe Joëlle Zask. Et dans un second temps, on aura une conférence en anglais mais traduite avec Gideon Levy, qui est le rédacteur en chef du journal israélien Haaretz, et on parlera de Gaza sous l'angle de l'effondrement démocratique. Donc Joëlle, philosophe, universitaire à l'université d'Aix-Marseille, autrice de très nombreux livres sur la question du dérèglement climatique, sur la place des animaux, sur mon favori c'est sur les méga-feux, voilà. Mais plus récemment, tu as publié 2 livres en 2021 et 2022, je crois, qui sont plus proches de ce dont on va discuter aujourd'hui. Il y en a un qui s'appelle Écologie et démocratie, donc là on est évidemment au cœur du sujet, c'était chez Premier Parallèle, et le dernier sur admirer, la notion d'admiration, pour nous aider à recroire en quelque chose, parce que c'est vrai qu'on en a bien besoin. D'abord, on va essayer de comprendre un peu de quoi on parle, parce qu'on a mis un S à crise. Il y a une crise démocratique, on a bien vu qu'en ce moment il y avait un mouvement social d'ampleur. Il y a évidemment une crise climatique et qui ne va pas aller en s'améliorant. Il y a un certain nombre de crises géopolitiques, il y a une crise financière qui couve. Ça, c'était pour vraiment vous mettre de bonne humeur. Donc les crises en ce moment, on a l'impression qu'elles se multiplient, on n'en voit pas la fin. Et est-ce que les réactions doivent être les mêmes? Comment est-ce qu'on aborde, dans une perspective philosophique, la pluralité des crises, pour commencer? Bonjour. La pluralité des crises, déjà, elle est à objectiver, elle est à identifier. On parle souvent de la crise, et passer du singulier au pluriel, ça rend beaucoup de services. D'ailleurs, c'est vrai pour les crises, mais c'est vrai pour tout. Tout est pluriel en réalité. Et donc maintenant, pour attester la pluralité des crises, il faut avoir quand même des moyens de les identifier. Et ces moyens de les identifier ne sont pas placés sous nos yeux. Ce n'est pas parce qu'on vit une crise ou qu'on éprouve une crise affectivement, émotionnellement, qu'il y a crise. Je pense que la crise, c'est un terme qui est objectif. Ça veut dire que ça signifie une rupture, comme on peut avoir une crise d'asthme, par exemple. Et cette rupture, on la perçoit, elle obéit vraiment à des signaux elle signale très fort. Il se passe quelque chose dans le corps et c'est avéré, un soin est possible, etc. Donc, je dirais que la démarche qui consiste à s'interroger sur ce qui fait crise, ce pourquoi elle advient, comment elle se manifeste et éventuellement qu'est-ce que je peux faire de cette crise une fois qu'elle est avérée, c'est vraiment une démarche qui est absolument indispensable. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on parle de toutes sortes de crises aujourd'hui qui invisibilise des crises qui me semblent beaucoup plus profondes. Par exemple, on en parlait à l'instant, la crise qui consiste aux religieux à prendre la place du politique. Pour moi, c'est une crise fondamentale aujourd'hui. La crise écologique, elle est fondamentale aussi. Et elle est très invisibilisée par la crise financière, la crise démographique, par exemple. Ça, c'est aussi une crise dont on parle assez peu. Et là, on est à un point de rupture. C'est-à-dire que la population va décroître. Beaucoup de pays sont conscient de cette crise démographique, à savoir qu'il y aura évidemment moins de naissances que de décès. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, d'où viendra la richesse? Parce que la croissance est terminée. Le Japon, il n'y croit plus de la croissance. Donc, par exemple, le Japon a une économie qui prend acte de la crise démographique, c'est-à-dire, et ils ne veulent pas de migrants, de toute façon, donc ils prennent acte, ils génèrent, finalement, ils inventent un système économique qui fait face au fait qu'il y aura moins de jeunes que de vieux. Donc voilà, ça, je crois que c'est important de dire. Et nous, on dit, on est en crise, la crise de la démocratie, la crise de la représentation, on parlait beaucoup de ça aussi avant. Mais de quoi parle-t-on finalement? Est-ce que ce n'est pas des mots qui cachent finalement des réalités très multiples et qu'on n'a pas bien identifiées? Peut-être qu'il y a une crise de la démocratie, ça je ne sais pas. Je pense plutôt qu'il y a une... on peut en discuter. Il y a une crise de la démocratie, mais en quoi consiste? Comment définir cette crise? Qu'est-ce qui est en crise? Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Justement, restons sur la démocratie, parce que crise, c'est le passage d'un État à un autre. Et c'est vrai que quand on parle de la crise climatique, on parle d'un monde stabilisé où les changements de température, parce qu'évidemment les climato-négationnistes reviendront toujours au fait qu'il y a déjà eu des changements, des glaciations, etc. Mais l'accélération telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a jamais été telle. Donc effectivement, on passe d'un monde calme à un monde à plus de degrés, un monde dérégulé. Sur la crise démographique, on passe d'un monde très jeune à un monde très vieillissant et on connaîtra le dépeuplé.
Sur la crise démocratique, parce que c'est le sujet de Climax cette année, c'est beaucoup plus flou. On ne voit pas bien ce qui se passe. Enfin, on voit bien qu'il y a un renfermement. Jacques Toubon, hier, parlait de la montée des illibéralismes partout dans le monde. Donc, illibéralisme, c'est un terme pas très bien défini pour dire qu'on n'est pas en dictature, mais bon, on a quitté les rivages de la démocratie. On voit ce qu'on est en train de perdre, mais on ne voit pas vers où on va. Non, mais alors là, comme le disait Tocqueville, quand, disons, ni le passé ni le présent n'éclairent l'avenir, on marche dans les ténèbres, et on en est là. On marche dans les ténèbres là, en ce moment. Je crois que là, il y a quand même à s'avouer à soi-même qu'on ne sait pas où on va, collectivement et même individuellement. Beaucoup de gens sont égarés, perdus. Beaucoup de gens, finalement, se posent sempiternellement des questions sur leur propre raison d'exister et sur l'orientation qu'ils donnent à leur vie, voire beaucoup de gens développent des vrais troubles psychiatriques, liés à un problème de sens à tous les sens du terme, problème de signification, problème de direction, problème de perspective, etc. Donc il est vrai que beaucoup de gens ne vont pas très bien et que, disons, la direction à suivre n'est évidente pour absolument personne, du fait de la conjugaison finalement de tous ces points de rupture, sans doute. Mais du fait aussi que, sans doute sous la surface, sans qu'on veuille bien l'admettre, sans qu'on le crie un peu sur tous les toits, c'est que finalement on en arrive à une situation dans laquelle on peut imaginer la finitude de l'espèce humaine. C'est quand même un moment quand même incroyable. Et je pense que le théologico-politique vient contrer cette réalité-là qu'on est en train de détruire les conditions d'existence humaine sur la Terre. Ce n'est pas la Terre qu'on détruit, ce n'est pas la nature non plus d'ailleurs. C'est la nature que nous identifions comme faisant partie de nos interactions absolument nécessaires pour persister, pour subsister, pour se reproduire, pour avoir un futur en quelque sorte. Et ça, cette destruction massive de nos conditions d'existence, on annonce 2 ou 3 milliards de gens qui n'auront plus accès à l'eau potable dans 4 ou 5 ans. Je veux dire, comment on fait ? Vous voyez ? Donc ça génère des réactions de désespoir pour un certain nombre, puis ça génère aussi peut-être des réactions de croyance, de foi, disons cette tentation qui est très très ancienne, qui est biblique déjà, je sais pas, on peut penser à la tour de Babel, de quitter la terre. Comment on fait pour en finir avec notre nature humaine limitée ? Comment se rendre éternel ou immortel dans un monde finalement qui nous ramène tout le temps à notre mortalité et même qui produit une diminution de l'espérance de vie quand même. Dans les pays riches, l'espérance de vie diminue aujourd'hui. Moi, le nombre de gens qui sont malades autour de moi ou morts, ça devient horrible. Mes parents ont plus d'amis vivants que moi. C'est quand même une réalité. Donc voilà, sans verser des larmes, je dirais que c'est vraiment compliqué. Je crois que c'est la première chose qu'on doit se dire. C'est très compliqué de savoir où on va. Et quiconque vous dit voilà la bonne direction, on lui met 3 claques parce que en fait, c'est pas possible de continuer à raisonner de manière tellement dogmatique. Le militantisme aujourd'hui, il a vraiment un vrai problème de communication non violente. Ça, c'est un peu la base de la démocratie. Il a un problème de lucidité, un problème d'objectivité, un problème aussi de trouver les méthodes pour surmonter des conflits qui peuvent nous sembler totalement insurmontables dans un premier temps, mais on sait bien, en fait, c'est d'ailleurs ce que disait Dominique Bourg hier, il le rappelait avec la Convention sur le climat, c'est qu'à partir du moment où effectivement, on fait ce geste d'ouvrir les yeux, de se rendre attentif, de développer un minimum de tolérance, d'être curieux, de s'informer, d'étudier. Alors à ce moment-là, les choses, elles changent. Mais là, on n'y est pas trop poussé aujourd'hui ni par l'école d'ailleurs, ni par notre environnement médiatique, ni par nos partis politiques. Je voudrais rester encore un instant sur la démocratie. On arrivera évidemment aux questions citoyennes dans un second temps, mais ça n'a rien d'évident de se dire que la crise et la démocratie ne font pas bon ménage. On a eu récemment une crise mondiale, la pandémie de Covid, et on a bien vu que les régimes autoritaires avaient plutôt moins bien géré, en réalité, même s'ils avaient maquillé les statistiques, ils avaient plutôt moins bien géré la crise sanitaire.
et au contraire des pays comme la Nouvelle-Zélande avec Jacinda Ardern, etc. Enfin, d'autres pays avaient réussi à créer un climat de confiance, à écouter les scientifiques et à faire en sorte qu'on se respecte à peu près. La France étant dans un entre-deux où on voulait écouter les scientifiques, mais il y a quand même eu le retour de notre passion administrative avec les petits laissés-passer là qui n'étaient pas un bon souvenir. Donc on voit bien qu'au fond la démocratie elle peut être efficace. Pourtant, quand on est en crise, la situation la plus classique, c'est de se dire qu'une bonne démocratie, ça va aller plus vite. Hier, on est revenu sur la question de la dictature verte. Évidemment, c'est une impasse, mais souvent des gens se disent, bah, il y a un moment, ça va beaucoup plus vite pour décider, et la démocratie, c'est lent, c'est faible. Bah, en fait, ça c'est aussi une manière de mettre la démocratie en crise, c'est d'annoncer la crise ou en quelque sorte de la proclamer. Parce que à partir du moment où on identifie une crise, ça peut être nous sommes attaqués par des ennemis imaginaires ou réels, ça peut être la maladie nous guette, ça peut être la pandémie est à nos portes, ça peut être la crise financière est sur le point de nous arriver. Là, ça veut dire qu'en fait, on se lance dans l'idéologie en quelque sorte de l'urgence de l'action, ce qu'on appelait en philosophie politique l'urgence de l'action. Il est urgent d'agir. Et la politique, finalement, serait l'endossement pratique de cette idée, qui est tout le temps discutable, que de l'urgence de l'action. Et l'urgence de l'action se comprend d'autant mieux que nous logeons la capacité d'action dans une seule personne. Parce qu'on a le sentiment qu'une seule personne, ou un seul corps, ou une seule entité politique, a vraiment beaucoup plus de puissance d'action que des individus isolés qui sont... finalement qui ne s'entendent pas, qui ne se connaissent pas, qui devraient se relier, qui devraient se connecter, qui devraient étudier, qui devraient ensuite mettre sur la table leur agenda. Et en fait, ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire que c'est ça la crise, en fait, c'est cette espèce de starter qui nous propulse dans l'idée qu'une action urgente est requise, et qui dit action urgente dit action violente, en fait. C'est-à-dire qu'il fait violence aux conditions. Ça, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que, et du coup, évidemment, comment dire, disons, faire en sorte que l'action s'incarne en totalité dans les mains d'un seul, je dis un seul, ça peut être un groupe, hein, peu importe, un collectif, eh bien, c'est renoncer à la démocratie. Et c'est ce qu'expliquait très bien Tocqueville déjà en 1840-1850, c'est qu'à partir du moment où un état de guerre est prononcé, à partir du moment où un état de crise est annoncé, eh bien, la démocratie reflue. C'est-à-dire que les démocraties sont très longues à se mettre dans des états de crise et à entrer, par exemple, en guerre, mais une fois qu'elles y sont, en fait, elles perdent leurs attributs de démocratie. Et c'est, disons, le langage militaire, le secret militaire, la raison d'État, la transparence, enfin, les lois sur la non-transparence, toutes ces, si vous voulez, ces institutions, le fait même que le chef de l'exécutif soit le chef des armées, tout ça, c'est des institutions qui tuent la démocratie. C'est ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Évidemment, on parlera de Gaza après, mais c'est ce qui se passe en Ukraine où en fait Zelensky ne devrait... Enfin, son mandat est arrivé à échéance, mais évidemment, il ne va pas organiser des élections maintenant. C'est ce qui se passe avec Netanyahou aussi. Voilà, dans des places à Mélenchon, il ne va pas faire des élections maintenant, et il continue à faire des purges au sein de l'appareil d'État, parce que si tu sens qu'il y a des militaires qui ne te soutiennent pas, ou etc., il y a la fameuse raison d'État qui prédomine, et elle n'est pas très démocratique. Et de fait, tous les pays les plus despotiques, les plus fascistes ou les plus autoritaires sont des pays qui sont en guerre perpétuelle. Parce que la guerre, c'est un moyen de conserver. Alors, ça peut être... il y a toutes sortes de guerres, hein, il y a des guerres... bon, enfin, bref. Mais voilà, parce que la guerre, c'est un moyen de légitimer la confiscation totale du pouvoir. Et ça se passe tout le temps. Donc, on a vraiment intérêt à se méfier de décréter la crise, parce que la crise, c'est finalement le chemin qui nous mène vers l'abandon de notre puissance d'agir, vers la confiscation légitime de notre puissance d'agir en tant qu'individu citoyen, et vers l'utilisation finalement de cette puissance d'agir collective à des fins qui vont complètement nous échapper et qui vont plutôt faire flatter les intérêts de ceux qui gouvernent, ou de ceux qui sont au pouvoir, ou de ceux qui font la guerre, que les vôtres, en fait. Donc c'est ça qui va se passer avec le Front National. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'une fois que le Front National, si ça arrive à... le rassemblement, pardon, je vieillis. Désolé, mais ils ont mis beaucoup d'argent pour changer de nom, pour dire que c'est plus pareil et qu'ils sont plus nazis. Il faut quand même, il faut les écouter. Bref, rassemblement, oui, j'en fais pas partie, je le dis très clairement. Voilà, en fait, l'idée c'est nous sommes en crise et nous avons les moyens de gouverner à votre place puisque nous n'y arriverons plus ensemble.
Donc en fait, la crise et le ensemble, le nous, c'est totalement antagoniste. Il n'y a pas de nous dans la crise, il n'y a que un je, moi je. Alors justement, pour faire la bascule vers la crise écologique et les actions citoyennes dans un second temps, un petit mot sur ce qu'on vit en ce moment. On vit une crise démocratique importante. On a remplacé notre Premier ministre par un autre, par un des ministres les plus proches qui pour l'instant n'a pas réussi à constituer son gouvernement. Et depuis le 10 septembre, il y a un mouvement social assez puissant qui ne fait que invoquer le nous, mais qui en même temps refuse toute forme de représentation, refuse toute adhésion aux partis et aux syndicats. Et là, c'est un peu une première dans l'histoire des mouvements sociaux récents. Il est intégralement en contre et pas pour tous. Ils disent pas 6e République, ils disent pas, bloquons tout par définition, ça veut dire on arrête et au mieux on réfléchit ou en tout cas au pire on casse. Qu'est-ce que ça t'inspire toi le mouvement actuel? Ça m'inspire deux choses. Premièrement, dire que la démocratie est en crise. Enfin, c'est-à-dire, personnellement, dans la démocratie, je vois plusieurs réalités. Il y a une réalité politique, il y a un système politique, d'une part, et d'autre part, il y a aussi des modes de vie, des formes de vie, des mœurs, des habitudes démocratiques qui touchent absolument à tous les domaines de la vie sociale. Ça peut être l'hôpital, l'école, la famille, etc. Bon. Donc ça, c'est une chose. Si on parle de la démocratie politique comme système politique, je dirais qu'elle n'est pas si en crise que ça, puisque finalement, le régime se maintient dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'en fait, les processus, les procédures qui sont utilisées pour le renouvellement du gouvernement, pour l'évacuation de tel ou tel personnel, pour la nomination de tel autre, sont complètement conformes aux lois. Pour l'instant, il n'y a pas... Je veux dire, il y a des pays libres, des pays occidentaux où la Constitution est vraiment très très mal menée, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, pas tout à fait. En tout la cas. Hongrie, la Pologne, bien sûr, la Pologne voilà. avant, enfin, l'Italie aujourd'hui, ou Israël, Mélanie. bien sûr. Voilà. Israël. Donc voilà, on a puis les États-Unis, bien sûr. Et puis ça fut l'Australie, Bolsonaro, le Brésil. Enfin voilà, il y a vraiment des tentatives très fortes de coups d'État doux dans les démocraties libérales aujourd'hui. Mais c'est pas ce qu'on vit en France, à mon avis. Je veux dire, on n'est pas en train de vivre un coup d'État de la part de Macron. Ça, non. Enfin, même si on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas ça. Donc, est-ce que notre démocratie, au sens politique du terme, est-elle en crise? Bon, après, la nomination d'un proche de Macron est tout à fait aussi conforme à l'esprit, finalement, de notre République française. Et je ne vois pas non plus qu'il y ait discontinuité par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Simplement, le pays n'est pas à gauche. Pourquoi y aurait-il un Premier ministre de gauche? Je veux dire, en majorité, les gens ne sont pas à gauche. Donc, je veux dire, nommer un Premier ministre de gauche aurait déclenché une crise. Là, pour le coup, oui. Et aurait fait sans doute... Bon, enfin bref. Non, j'en sais rien. Après, je sais que c'est un peu des intuitions que j'ai comme ça. Tu vas pas te faire des copains, là. Non, mais je sais, mais bon... L'élément de langage, le NFP est arrivé en tête, a été beaucoup répété. Mais après, il faut quand même rappeler que 193, ça fait pas une majorité par rapport à 577. Oui, c'est le problème. Oui, mais il y a des alliances. Mais bon, voilà. Donc, il y a à réfléchir. Enfin, moi, je n'ai pas du tout de solution et je ne suis pas politicienne. Simplement, mon premier travail, mon travail de thèse, c'était sur l'opinion publique. Et je me suis beaucoup intéressée, non pas à la quantification de l'opinion publique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'opinion sondée, mais à la formation de l'opinion publique, en m'appuyant sur un philosophe dont je recommande la lecture, qui est John Dewey, D-E-W-E-Y, qui est un philosophe pragmatiste et qui a écrit un très beau livre en 1927 qui s'appelle « Le public et ses problèmes ». Et je crois que ça résonne très très fort aujourd'hui, ce livre-là. Et justement, ce qu'il dit, et ça répond à la deuxième, ça fait signe vers le deuxième point que je voulais aborder, c'est que il me semble qu'il y a un mélange des genres. C'est-à-dire, dans ce livre, ce à quoi il est appelé, c'est à un public qui s'autogouverne. C'est-à-dire un public, et c'est comme ça d'ailleurs que John Dewey définit le public. Le public, c'est l'ensemble des gens qui enquêtent sur les conditions de leur apparition comme public. Alors, je pourrais le développer plus tard, si vous voulez, mais c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les publics du Covid, ou les publics du sida, ou les publics d'une pollution atmosphérique, etc., c'est pas un public qui existe de manière spontanée ou naturelle, ou en raison d'une sagesse innée, etc. C'est un public qui doit se construire. Et alors, comment on construit un public? La Convention sur le climat, c'était la construction d'un public, si vous voulez, avec tirage au sort, avec information, avec délibération, avec rencontre, discussion, etc. Donc, en fait, un public, ça se fabrique. Et cette fabrication du public, elle est très, très intéressante. Et en tout cas, c'est à travers la manière dont un public, d'une certaine façon, se constitue, s'organise, acquiert de la force, s'identifie,
propose des lois, des amendements, etc., etc. C'est en fonction de ça que ce public existe finalement. Et ce que je voudrais dire simplement, c'est que toutes ces démarches qui consistent à se constituer en public et précisément ce qu'on peut appeler l'autogouvernement. C'est là que la démocratie, elle commence, et peut-être que c'est là qu'elle finit aussi. C'est-à-dire que l'autogouvernement, le self-government, comme on disait, c'est-à-dire le fait de se gouverner sans un maître, le fait de, finalement, disons, de s'engager dans un processus commun, je ne dirais pas collectif, mais commun, un processus commun d'identification des problèmes qui nous affectent et de proposer des résolutions, des manières en passant par un gouvernement qui nous représente vraiment, donc des propositions d'amélioration des situations qui nous blessent ou qui nous handicapent. Et justement, là, dans ce qu'on voit dans Bloc-on-Tout, on a un mélange des genres. C'est-à-dire qu'on est Bloc-on-Tout, ça c'est la démocratie représentative, si vous voulez. En démocratie dite représentative, le citoyen, il n'agit pas. Le citoyen, il réagit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui gouvernent à sa place, qui le représentent plus ou moins. Bon, nous, en France, on a opté pour une représentation très, très indépendante, hein, et pas du tout reliée à la volonté des citoyens. Donc, on a une représentation très indépendante. On accuse souvent, d'ailleurs, les représentants de ne représenter qu'eux-mêmes, ce qui est peut-être vrai dans un certain nombre de cas. Et par ailleurs, nous, finalement, en tant que citoyens ordinaires, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, on vilipende, on critique, on manifeste, etc., etc. On critique, ou au contraire, on plébiscite, on applaudit, on dit bravo, etc. Mais ça, est-ce que c'est de la démocratie ? Moi, je dirais non, c'est pas ça la démocratie. Ça, c'est un moyen, si vous voulez, pour l'autogouvernement, mais c'est pas la fin. Et donc, quand on dit Bloc-on-Tout, on est dans la réaction. C'est ce que disait Walter Lippmann, il était question du colloque Lippmann, mais Lippmann, il disait, mais la démocratie telle que nos fondateurs nous l'ont peinte, mais ça n'existe pas. Tout ce que peut faire le public, et lui, il n'avait pas du tout confiance dans le public et dans l'opinion publique. Il trouvait que, de toute façon, les gens sont chaotiques, versatiles, centrés sur eux et complètement abrutis. Donc, ce n'était pas la peine de compter sur une vraie démocratie. Et il disait, mais en fait, tout ce que peut faire le citoyen, qui n'est pas compétent pour juger des affaires très complexes qui se présentent. Et là, on est en 1920, 21. Donc, les affaires sont trop complexes, il n'a pas les moyens intellectuels et mentaux ou moraux pour en juger, donc laissez faire des représentants, et tout ce que vous pouvez faire, c'est critiquer ou au contraire plébisciter ceux qui accomplissent le vrai travail du monde. Mais vous n'agissez pas. Ça n'a pas pris une ride, parce que quand on est un siècle sûr, après, on retombe sur les mêmes débats sur la loi du plomb, oui, en disant vous vous êtes trompé, vous ne comprenez pas, s'il y a des représentants qui votent pour vous et qui vous disent que les néonicotinoïdes sont sans danger pour la santé, il faut les croire. Voilà. Bon, sauf que c'est de l'alterscience dans bien des cas. Et donc, je pense que là, les mouvements... Enfin, par exemple, même dans les Gilets jaunes, il y a eu quelque chose à double tranchant. Ils avaient un pied dans la démocratie participative et un pied dans la démocratie représentative. Et là, le Bloc-on-Tout, je le vois plutôt, disons, du côté de la lutte contre un système honni que dans la proposition, finalement, de champs d'action nouveaux. Et c'est ça qui est dommage, en fait. De mon point de vue, je pense que là, si on a je veux dire, si on veut vraiment tirer parti des libertés qui nous restent, on aurait vraiment intérêt à être proactif et non purement réactif. Avant de donner la parole à la salle, on va justement aller sur la proaction. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle. La Géolibri est juste derrière. Je sais que vous vous êtes fait sucrer le pass culture par Rachida Dati, honte à elle. Et donc, évidemment, c'est moins simple d'acheter des livres. Mais si vos parents peuvent vous acheter du John Dewey, c'est en poche. Et la Géolibri a un grand fond. Donc tu l'as dit, effectivement, il y a d'un côté cet énorme paradoxe qui est qu'il y a une grande fatigue démocratique, et de l'autre, on est le pays aux 13 millions de bénévoles, aux millions d'associations et aux envies de faire. Hier, dans le débat entre Dominique Bourg et Juliette Duquesne, il y avait la grande question qui est que la crise environnementale, elle est globale, et les seules lueurs d'espoir qu'on arrive à voir sont plutôt à l'échelle locale. Pour toi, effectivement, ce qui redonne de l'espoir, tu serais sur cette seconde ligne face à la crise environnementale, c'est ceux qui font ici et maintenant, qui relocalisent et qui mettent leur pouvoir d'agir à l'échelle locale. Oui, mais ça a été l'espoir de tous les démocrates depuis la nuit des temps, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? La démocratie, c'est, je dirais, la distribution, si je peux dire les choses de manière très, très schématique, la distribution des ressources d'individuation. C'est-à-dire,
comment une collectivité, une communauté, un groupe va mettre à la portée des individus qui se trouvent liés à eux, du fait du hasard de leur naissance ou du fait de leur voyage, va mettre à leur portée des moyens de devenir des membres pleinement participants de ce groupe auquel ils se trouvent liés. C'est ça la question. Comment on enseigne le français, par exemple, aux primo-arrivants, à nos enfants, etc. La langue, c'est une ressource. C'est une ressource qui est partagée, si vous voulez. Mais la langue, ce n'est pas quelque chose qu'on respire ou dont on s'imbibe. La langue, il faut l'apprendre. Et si personne ne vous l'apprend, et si vous n'avez pas les dispositifs pour vous enseigner la langue qui vous permet de devenir pleinement actif dans la société qui est la vôtre, bah, vous allez rester en marge, si vous voulez. Vous allez être... il y aura un défaut d'inclusion, si vous voulez. Et donc, un défaut de participation. Donc, je dirais que c'est ça, la démocratie. Ça va se passer à tous les niveaux. Ça peut être l'école, le soin, l'accueil, les droits politiques, les droits sociaux, bon, etc., etc. C'est vraiment dans tous les domaines. Même l'Église, je dirais, enfin, même les lieux de culte. L'alimentation. Parce que tu as écrit un livre qui s'appelle « La démocratie au champ ». Oui, voilà. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée aussi. Enfin, l'idée, c'était de montrer que la démocratie, en fait, ce qu'on appelle les démocraties libérales, qui sont quand même des régimes un peu particuliers qui datent du XVIIIe siècle, c'est des régimes qui arrivent, qui sont un peu, d'ailleurs, appuyés sur une philosophie agrarienne, enfin, il faudrait s'entendre là-dessus aussi, et qui commencent à la campagne, en fait. On a beaucoup dit que la démocratie commençait dans les villes et à l'usine, mais c'est faux. Je veux dire, quand les démocraties, quand ont lieu les grandes démocraties, les révolutions démocratiques, ce qu'on appelait les pays sont à 80 à 90% agricoles. Donc voilà. Et de fait, il y a des... J'ai un collègue qui s'appelle Francis Dupuy-Derry, qui est québécois, et qui a pas mal écrit justement sur toutes les formes de vie qu'on appelle pré-démocratiques et qui existaient dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, etc. Je veux dire, la démocratie, elle n'est pas née à ce moment-là. Et en fait, cette démocratie, comme le dit, je vous cite une phrase de John Dewey que j'aime beaucoup, c'est aussi dans Le public et ses problèmes. Il dit la démocratie, c'est pas une manière de vivre et de s'associer parmi d'autres. C'est la seule manière véritablement humaine de s'associer et de vivre. Il n'y a pas d'alternative, si vous voulez. Soit on est en démocratie, soit il y a quelque chose de notre humanité qui va refluer ou qui va être finalement piétiné par... soit par autrui, soit par des institutions. Donc voilà, on n'a pas vraiment le choix. Et donc, il me semble que ce qu'on a appelé déjà au temps de Jefferson, on peut penser à Pascal Paoli, moi j'aime beaucoup Pascal Paoli, qui est quand même un homme politique extraordinaire au XVIIIe siècle, qui a inspiré Montesquieu, Jefferson, Rousseau, Je pense qu'il faut rappeler qui est Pascal Paoli. Pascal Paoli, oui, ça a été le général qui a mené la révolution d'indépendance en Corse. Et là, on est en 1740 et il est, il a eu une pensée et il a rédigé ce qu'on peut appeler la première constitution du monde, dont se sont inspirés ensuite les constitutionnalistes. Donc il a vraiment pesé très lourd dans la balance. En Corse, vous avez Bonaparte d'un côté et Paoli de l'autre, et c'est vraiment pas du tout les mêmes images. On dit c'est pas les mêmes symboles. Bon, enfin bref. Et voilà. Et donc ce que pensent tous ces fondateurs, ces pères fondateurs, c'est que la liberté, la démocratie, l'autogouvernement, ça commence à l'échelle de la maisonnée, de la localité. Soit vous êtes, si vous voulez, dans un autogouvernement local, soit vous n'y serez pas. Même Tocqueville le dit. Il dit à un moment donné, c'est dans la deuxième démocratie, il dit, et moi j'aime beaucoup là, ces phrases, ça dit beaucoup de choses. Il dit, je sais pas du tout une citation, mais si je n'étais pas si convaincu qu'il est important que les citoyens s'expriment au moment des échéances nationales, des votes, des consultations nationales et des grands moments politiques de ce type, eh bien, j'aurais tendance à dire que pour être le citoyen d'un pays libre, il suffit de s'occuper de ses petites affaires dans un esprit démocratique, et que c'est dans la gestion des petites choses que va se former l'esprit démocratique, à défaut duquel les lois démocratiques vont tomber. Et on en est là. Je veux dire, où sont les petites choses que vous gérez démocratiquement, à votre échelle, localement, et qui, finalement, feront le ciment de la démocratie politique? Et je crois que tout le monde doit se poser cette question-là. Et donc, en fait, il n'y a pas de contradiction entre la démocratie et la relocalisation ou la localisation des activités, parce que c'est dans, justement, cette relocalisation, que va se former l'esprit démocratique. C'est-à-dire l'expérience. Je veux dire l'expérience qui est ce
sans quoi vous ne grandirez pas, en quelque sorte, vous n'allez pas développer votre potentiel d'individu. Cette expérience, elle est locale ou c'est pas une expérience. Cette expérience est votre expérience ou c'est pas une expérience. L'expérience, c'est pas quelque chose qu'on peut faire pour quelqu'un d'autre, si vous voulez. Et donc, c'est ça qui va... Il ne s'agit pas de déverser en vous des croyances ou des savoir-faire. Non, c'est comment on amène quelqu'un en lui servant en quelque sorte des tremplins, des prises. Comment finalement on va amener quelqu'un progressivement à développer sa personnalité. C'est ça la démocratie en fait. Et en réalité, après on pourrait parler du local, ça c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de discours qui plaident pour une vision globale de la démocratie, que ce soit via l'économie, que ce soit via la refonte institutionnelle. Et tout ça est très important. C'est aussi très français. On a un pays révolutionnaire. Je repense au roman d'un romancier qui s'appelle Bertrand Guillot et ça s'appelle L'abolition des privilèges et il revient sur la nuit du 4 août où on s'est enflammé et on avait pensé sincèrement en une nuit qu'on avait aboli l'intégralité des privilèges, qu'il n'y avait plus de propriété privée, il n'y avait plus de droit d'aînesse, de droit de naissance, etc. Bon, évidemment, il y a eu le 5 août et ça a été une sacrée gueule de bois. Mais on reste quand même malgré tout aujourd'hui mu par cette idée que d'un coup, on pourrait tout changer. Et en réalité, on voit bien que les changements, en général, ils commencent par le bas. Et l'an prochain, on a des élections municipales qui occupent assez peu le commentaire politique dominant. On se projette tous sur 2027. Alors que pendant les municipales, vont sans doute se créer, par exemple, allez, je vais être prudent, je vais dire des dizaines, mais peut-être des centaines de sécurités sociales alimentaires à l'échelle locale qui ne seront pas les mêmes les unes les autres. Et toi, ça, au contraire, ça te donne beaucoup d'espérance. Mais oui, mais c'est ça, il faut absolument se mobiliser localement parce que le local n'est pas l'idiosyncrasique, l'enfermement, l'identitaire, le territorial, c'est pas du tout ça. Je veux dire, les choses se passent localement, elles se passent pas de toute façon. Donc il y a une, disons, dans le local, une capacité d'éclairage du monde qui est très forte. Ça peut être une source d'inspiration, ça peut être un modèle, ça peut fonctionner comme une pépinière, comme une préfiguration. Bon, il y a plein de mots dans les sciences sociales pour dire à quel point le local est un moteur d'avenir. Je dis le local, mais c'est pas... Voilà. Donc, il ne s'agit pas du tout de s'enfermer. Et on voit, par exemple, la sécurité alimentaire, c'est un bon exemple, ou la permaculture, l'agriculture verte, les crèches parentales, l'habitat participatif, tout ça, c'est des petits, si vous voulez, c'est des instances très locales et sur lesquels on peut mettre des noms d'ailleurs, et qui ensuite essaiment en quelque sorte. Les incroyables comestibles, ça existe à l'échelle du monde entier. C'est né dans l'esprit de 2-3 dames de Todmorden, une petite ville à 1 heure de Manchester, qui invente un système d'incroyables comestibles, c'est-à-dire faites pousser des légumes dans des bacs, partout où vous pourrez dans la ville, et les légumes seront pour tout le monde. Bon, en fait, ils sont à Todmorden à 70% d'indépendance alimentaire. En Corse, on est à 3%. Enfin, vous voyez, il y a vraiment localement des choses à faire. Et ça, c'est des sources d'inspiration pour d'autres. Mais évidemment, à Manao, on ne va pas faire pousser des carottes et à Todmorden, on ne va pas faire pousser des ananas, si vous voulez. Il faut que les expériences locales soient adaptées, ajustées aux situations diverses dans lesquelles elles peuvent avoir une pertinence. Donc je crois que c'est très puissant. Et je pense effectivement que si on arrivait à faire une cartographie de toutes les initiatives dites citoyennes en France, on serait étonné de la pluralité, de la générosité, de l'inventivité, de la capacité d'imagination de tous ces gens qui font des choses magnifiques en fait. Et pour finir tout à fait, et on vous ouvre la parole, au fond c'est pour donner envie aux gens justement de s'impliquer à un niveau local. Aujourd'hui, la première cause d'arrêt maladie en France, c'est pas des maux de dos ou quoi, c'est les burn-out. Il y a vraiment une épidémie de burn-out, de fatigue physique. Et au contraire, toi, ce que tu as pu observer, ce que tu remarques, c'est que le fait de s'engager, c'est vraiment bénéfique pour sa santé mentale. On se sent infiniment mieux quand on se sent acteur. Oui, forcément, parce que du coup, on injecte quand même de la valeur, du sens, de la finalité, des objectifs dans son vécu. Et d'une manière générale, regardez même, c'est intéressant d'observer les tout-petits-enfants. Les tout-petits-enfants, finalement, ne font des expériences et donc ne grandissent que dans la mesure où ils arrivent à se percevoir, bon an, mal an, comme l'auteur ou l'initiateur d'une activité qu'ils mènent à leur terme.
C'est-à-dire que, en fait, c'est toute cette séquence d'activités qui va de l'initiation à l'observation des conséquences de son initiative qui est formatrice en quelque sorte et qui est, je dirais, psychologiquement ou moralement pleinement satisfaisante. Donc, à partir du moment où vous avez, c'était le problème de la division des tâches, hein, et de l'industrialisation, l'augmentation des cadences. Aujourd'hui, toutes sortes, bon, il était question de Grimbert, mais bon, je crois qu'il a vraiment aussi un peu tiré la sonnette d'alarme sur justement le fait que toutes sortes de gens travaillent à des choses qui n'ont aucun sens à leurs yeux. Là, je parlais avec des jeunes il n'y a pas très longtemps, 60% des emplois pour lesquels on s'est formé bien longtemps, notamment coder, etc., vont disparaître avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Enfin, je veux dire, l'intelligence artificielle, ça va quand même mettre des milliards de gens au chômage. Hein. Enfin, ça, je crois que c'est plus ou moins prouvé. Donc, enfin, à moins qu'on change complètement de braquette et qu'on se dirige dans une autre direction. Donc, voilà, il me semble effectivement que même, je connais pas mal de gens qui ont abandonné justement des vies professionnelles qui ne correspondaient pas du tout à leurs valeurs ou qui n'étaient pas génératrices de valeurs, de sens et d'épanouissement, si je peux dire, personnel, et qui se tuent à la tâche dans une ferme collaborative, dans un élevage de poulets bio ou dans l'agroforesterie ou autre, ou la poterie, la céramique, etc., mais qui sont heureux en fait. Et qui sont heureux. C'est-à-dire, en fait, qui ne se posent pas la question du sens de son existence. Je veux dire, à partir du moment où notre existence est un fardeau pour soi, c'est quand même assez... voilà, c'est pas idéal, quoi. Donc, le fait de s'engager très fortement dans une activité, au moins, même si c'est fatigant, j'ai remarqué que ça ne produit pas de burn-out. Ça produit de la fatigue, mais ça ne produit pas de burn-out. Nathalie, ne t'éloigne pas, comme ça. Nathalie a un micro. Qui a une question? Oui. Il y en a une ici aussi après. On a le temps. Hein. Oui, bonjour. Je vous remercie pour tous ces éléments de réflexion, parce que c'est surtout des éléments de réflexion. Je suis membre de la Ligue des droits de l'homme et personnellement, j'ai rejoint le mouvement dont vous parliez tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec moi, la vision conceptuelle du monde est importante au niveau des concepts. Vous avez employé que le terme de « bloquons tout », alors que j'allais dire le slogan, en tout cas, qui nous réunit dans ce mouvement, c'est « indignons-nous » à partir de l'héritage de Stéphane Hessel et « bloquons tout ». Il s'avère que je suis journaliste et je peux vous dire que mes confrères n'ont retenu que « bloquons tout » parce qu'effectivement, vous parliez tout à l'heure de violence par rapport à la démocratie et tout ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir votre avis lorsqu'on réduit les choses et qu'on les présente au niveau conceptuel, quand on ne voit pas l'ensemble de la toile. Voilà, je voulais un petit peu que vous puissiez développer cela en tant que philosophe. Merci. Oui, donc je suis d'accord. Enfin, là, c'était une parole un peu schématique et trop rapide. Ceci étant, l'indignation à la mode Stéphane Hessel ne change rien à ce que je disais. L'indignation reste une réaction. Et moi, je trouve dommage que ce mouvement disons, se cantonne dans le domaine de la réaction. Même si c'est important, je ne dis pas qu'il ne faut pas réagir. Mais il faut la remettre à sa place. La réaction est un moyen pour restaurer la liberté d'action. On peut en parler à la pause. Je signale, vraiment, je fais juste un petit plaidoyer pro domo 2 secondes parce qu'il y a Indignez-vous qui a reparu cette année chez Rue de l'Échiquier et j'ai bataillé pour que mon ami Salomé Saké, qui sera là cet après-midi, en signe la préface. Et lors de la réédition d'Indignez-vous, il a quand même été beaucoup rappelé que c'est la première émotion qui signifie l'altruisme et sa présence au monde, l'indignation. Et c'est pas la colère. C'est-à-dire que les enfants, par exemple, ils sont indignés, ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens dans la rue, ils comprennent pas pourquoi il y a des différences de traitement. Moi, j'ai des enfants de 3 et 6 ans. Quand je leur explique les idées d'Éric Zemmour, bon, voilà. C'est quelque chose qui dépasse leur entendement. Ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a des différences de traitement, etc. Et au fond, on doit, c'est ce que disait Hessel, il disait, on doit conserver intacte notre capacité d'indignation au monde et ne pas nous laisser mithridatiser par c'est comme ça, il y a des gens qui dorment dans la rue, etc. etc.
c'est ma faute, c'est moi qui suis revenu et qui l'ai présenté de manière monolithe comme bloquons tout. Et évidemment, derrière, il y a le mouvement des indignés, et c'est vrai que la majorité des revendications, elles sont évidemment sociales dans le cortège. Je parlais juste du fait que, comme on parlait de la crise de représentativité, le mouvement, lui, pour le coup, ne suit aucune chapelle. Mais on en parlera à la pause. Monsieur, vous aviez une question? Oui, merci. Merci pour cette intervention. Moi, j'ai la chance, je suis un acteur local. J'ai la chance de vivre une expérience dans mon village à Saillant, je ne sais pas si ça vous parle, en 2014. Voilà, je suis un des initiateurs de cette histoire. Je suis un peu perturbé, en fait, parce que j'aime beaucoup la deuxième partie de votre intervention et la définition que vous faites de la démocratie, à travers la Convention citoyenne, même si on connaît les résultats. Juste pour tout le monde, parce que là, on connaît, mais est-ce que vous pouvez juste revenir en 2 secondes sur l'expérience de Saillant, parce que c'est assez unique en France pour... voilà. Ouais. L'expérience de Saillant, en gros, des citoyens sont réunis contre un projet stupide, à savoir installer un supermarché à l'extérieur d'1 kilomètre d'un village de 1500 habitants qui était déjà très fourni en termes de commerce. Donc on a considéré qu'on n'était pas en démocratie à partir du moment où un homme seul décidait de l'avenir d'un village, et surtout lorsqu'il prenait des décisions stupides. Donc on s'est mobilisé contre ça, on a gagné, il n'y a pas eu de supermarché à l'extérieur du village, et on a voulu pousser le bouchon un tout petit peu plus loin, et on a monté ce qu'on a appelé une liste participative, c'est-à-dire qu'on s'est présenté, on a fait une réunion publique, mais on s'est présenté sans programme ni candidat. Et en fait, c'est dans le cadre d'une réunion publique avec 150 personnes, donc 10% de la population, qu'on a construit un programme et une liste de candidats, et cette petite aventure est allée jusqu'au bout, puisque nous avons gagné les élections en 2014. Voilà. Et donc on a mené pendant 6 ans une expérience démocratique. C'est pas là où je dis qu'il y a mon livre, enfin non, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, ou allez voir tapez Saillant sur votre moteur de recherche, vous verrez, vous aurez tout, ça a été très suivi. Donc je suis un tout petit peu perturbé. J'adore la définition que vous faites de la démocratie dans la deuxième partie de votre intervention, et je ne comprends pas la première, où vous nous dites que non seulement on est en démocratie, mais en plus il n'y a pas de crise. Et l'explication que j'ai entendue, c'est puisque notre constitution est respectée, bah finalement il n'y a pas de crise. Mais notre constitution n'est pas démocratique, puisqu'elle confisque le pouvoir au peuple, et que le peuple n'a aucun moyen d'action et aucun moyen d'influence sur ses représentants entre 2 élections. Donc j'avoue que là je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas se dire entre nous là qu'il y a quand même un problème avec notre constitution, et il y a un problème avec un régime représentatif qui n'a rien à voir avec un régime autoritaire, évidemment, et que heureusement qu'on a ça, et heureusement qu'on a ces protections-là, mais on ne peut pas parler de démocratie. On peut parler de régime protecteur, on peut parler de régime libéral, on peut parler de ça, mais pas de régime démocratique. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi vous utilisez ce mot, alors que vous faites une démonstration derrière que je trouve très juste sur ce que devrait être la démocratie, à savoir des gens qui se réunissent pour trouver des solutions aux problématiques qui les concernent. Voilà. Oui, tout à fait. Mais en réalité... D'abord, c'est pas moi qui parlais de crise de la démocratie, hein, c'est lui. C'est elle, c'est le titre de la table ronde. Moi, je n'ai fait qu'obéir aux ordres, comme disait... Oula. Voilà, bon, là, on se lève de nos responsabilités. Non, mais vous avez raison. C'est pour ça que j'ai essayé de dire que par démocratie, on entendait beaucoup de choses, et que la démocratie, c'est un mot qui s'est retrouvé en compagnie de tout et n'importe quoi, y compris dans le vocabulaire de Staline, quand même, qui clamait faire la meilleure démocratie du monde, ou de Mao Tse-tung. Voilà. Donc, et pour moi, enfin, disons, ce qui me semble peut-être maître de la clarté, c'est la distinction entre la démocratie comme système politique, comme machinerie du gouvernement, et comme mode de vie. Et il me semble que, disons, cette distinction permet de comprendre mon point de vue. C'est-à-dire que dans la deuxième partie, j'ai parlé de la démocratie comme culture, une culture démocratique, alors que dans la première partie, j'ai parlé de la démocratie au sens parlementaire du terme, au sens structurel, au sens du régime politique proprement dit. C'est comme ça qu'on parle. Maintenant, moi, je pense qu'effectivement, notre démocratie politique n'est pas une véritable démocratie. Je l'ai toujours pensé, notamment à partir du moment où on adopte déjà la devise liberté, égalité, fraternité ou la mort. C'était quand même ça, la devise républicaine telle qu'elle a été adoptée au départ à la Révolution. Donc là, déjà, les carottes sont cuites. Il y avait une proposition haute qui était liberté, égalité, solidarité, qui a été refusée. On a préféré la fraternité. Vous dites fraternité, il y a déjà un blème. Il y a un problème pour la démocratie. Parce que la fraternité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on provient de la même matrice. Et c'est ça, hein, la fraternité. Et puis en plus, ça exclut les filles. Ça exclut la sororité. Donc il y a un vrai problème. Il y a un problème d'exclusion.
Dire, aussi, je veux dire, c'est quoi l'étranger? C'est justement quelqu'un qui n'est pas frère. Donc, non, ça pèse très lourd, cette histoire de... Donc ça, c'était déjà un problème. Et puis ensuite, on a opté, à partir notamment, disons, jusqu'à la commune, il y a des grandes discussions, mais on a opté pour un mode de représentation très indépendante. Et finalement, la révolution s'est faite contre les paysans en France, qui représentaient 80, 70, 80% de la population. Donc effectivement, on n'est pas en démocratie au sens... de toute façon, il y a toujours du plus et du moins, comme le disait Jefferson. C'est pas un régime qui est issu d'une révolution, c'est une évolution, en fait. Et Furet a été suffisamment vilipendé pour dire que finalement, notre démocratie ou notre république démocratique avait conservé de la monarchie absolue de droit divin, bien des traits, mais il avait raison. La démocratie, elle n'est jamais rentrée à l'hôpital, elle n'est jamais rentrée à l'école, elle n'est jamais rentrée à l'université, elle en est carrément partie, etc., etc. Donc, elle n'est même pas rentrée... voilà, il y a tellement d'endroits dans l'art, le monde de l'art que je connais bien, il n'y a pas de démocratie. Donc, de fait, il y aurait à refonder nos institutions démocratiques, notre constitution, etc. Mais la constitution américaine, si vous voulez, elle a été, par exemple, elle a été validée par 7% du corps électoral, enfin, des citoyens, 7%, donc c'était extrêmement peu. Mais cela dit, le système jeffersonien qui va, disons, pousser en avant dès ces projets de constitution pour la Virginie, et qui vont aboutir à la révolution démocratique américaine en 1787, c'est le système de l'amendement. Et ça, c'était très intéressant. Ça a été, je veux dire, l'amendement, c'est-à-dire, en fait, on peut modifier la Constitution sans faire la révolution, c'est-à-dire sans tout mettre par terre. Et je trouvais ça intéressant comme, justement, cette vision. Et même Jefferson lui-même, il recommandait une révision de la Constitution tous les 18 ans et 8 mois, ce qui était, de son point de vue, en s'appuyant sur Buffon, la durée de vie d'une génération. Donc c'est intéressant, ces idées-là. C'est-à-dire que pour les Américains, même s'ils vouent un culte à leur constitution, ce que Habermas avait appelé du patriotisme constitutionnel, et c'est intéressant aussi comme notion, eh bien, disons, ils ont quand même une vision révolution. Enfin, il y a une possibilité constitutionnelle de révolution permanente dans la Constitution. Bon, alors on voit où ça va aussi. Hein. Il y en a une là. Vous leviez la main? Oui. J'ajoute, on pourra vous écouter, Tristan Réchid, demain à 10h, justement, sur réanimer la démocratie. Je ne sais pas de quelle démocratie va parler du coup. Et à moins qu'il y en ait une dernière en plus, il faudra qu'on arrête après, parce qu'il y a la conférence après, et comme elle est traduite, ça forcément, ça joue sur le temps. Allez-y, pardon. Merci beaucoup pour votre présentation. Juste une question, moi je pense beaucoup en ce moment à des régimes qui pourraient être... ou alors, le pouvoir qui pourrait être exercé par des gens tirés au sort. Et donc, j'aimerais savoir, parce que sur la question de la localité du pouvoir, tout ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense notamment à Spinoza dans le traité politique. Est-ce que vous auriez d'autres lectures peut-être à conseiller sur ça? Je ne sais pas, peut-être plus récentes, qui pourraient nous indiquer si c'est possible ou pas, ce genre de... Sur le tirage au sort? Ouais. David Van Reybrouck, imbattable. T'es d'accord? Ouais. David Van Reybrouck, il doit être là, indépassable. Ok, très bien, merci. Mais de toute façon, comme le montre Bernard Manin dans son texte qui est devenu une référence incontournable sur l'histoire du gouvernement représentatif, il y a toujours eu un mélange, en fait, finalement. Là aussi, on peut opter pour des solutions plurielles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des nominations, des élections, du tirage au sort, et tous ces systèmes peuvent s'encastrer les uns dans les autres et donner lieu finalement à une vie politique beaucoup plus dynamique que si vous avez affaire à juste un système de sélection des représentants ou des gouvernants. Donc oui, mais le tirage au sort, ça joue un rôle important. Par exemple, la Convention citoyenne sur le climat, tout le monde a dit à juste titre que finalement, à quoi ça avait servi, étant donné qu'aucune ou très peu des recommandations ont été suivies par Macron ensuite. Mais le fait est que ça a donné des idées à tout le monde. Ça, c'est un bon exemple. Si vous voulez, là, pour le coup, ça a ruisselé, si on peut dire. Et il y a des conventions citoyennes de partout aujourd'hui. Moi, j'habite à Marseille et on a aussi une municipalité qui met une convention citoyenne de jeunes, de lycéens, une convention citoyenne à l'échelle des mairies d'arrondissement, à l'échelle de la municipalité, etc., etc. Donc, on en a plein maintenant. Dans toutes les villes, il y a des conventions citoyennes et ça fait un bon boulot. Ils sont tirés au sort.
Nathalie, tu voulais t'arroser le fait d'en poser une, c'est ça? Oui, si je peux, merci, très rapidement. Vas-y. Je partage un peu ce qu'a dit monsieur sur votre définition très intéressante, notamment le mot de pépinière pour les initiatives locales comme pépinière de la démocratie. Paradoxalement, moi, dans mon activité, où je suis souvent confronté justement à ces questions de démocratie locale, une des difficultés que je vois émerger peut-être depuis 5-10 ans, j'ai du mal à le chiffrer précisément, c'est la difficulté à définir collectivement ce qu'est l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de gens qui ont des intérêts collectifs. Et l'intérêt collectif, c'est différent de l'intérêt particulier. C'est-à-dire que quand on défend sa ville, quand on défend son quartier, c'est pas défendre juste son petit intérêt personnel. Mais néanmoins, l'intérêt collectif, c'est pas forcément l'intérêt général. Et j'ai le sentiment que c'est de plus en plus difficile de mettre d'accord les gens dans une réunion ou lors d'une élection sur ce qu'est l'intérêt général. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur cette notion et si vous y voyez un lien avec la crise démocratique. Oui, mais alors là, il faudrait revenir sur les termes. Là aussi, c'est ce que vous dites est rousseauiste, en fait. Il y a une différence entre l'intérêt de tous et l'intérêt général. Bon, maintenant, voilà, Rousseau, il a quand même une vision transcendante ou transcendantale de l'intérêt général. C'est-à-dire, l'intérêt général, c'est ce qui va au-delà de nos différences et ce qui les subsume. Mais en fait, on peut penser les choses complètement autrement. Moi, je suis pragmatiste et je ne vois pas les choses comme ça. C'est-à-dire que je pense que, d'abord, j'aurais tendance à utiliser le terme d'intérêt commun plutôt que général. Et l'intérêt commun, c'est l'intérêt des gens qui arrivent à se rencontrer et à créer un objet commun. C'est-à-dire que l'intérêt commun, il n'est pas préalable. Ça n'est pas, voilà, là, il y a tel objet et je vous demande de vous mettre d'accord sur cet objet ou sur cet objectif. Non, c'est on se rencontre, on discute, on se voit, on se fréquente, on va sur place. Bon, j'ai pas mal travaillé sur les places publiques, là on n'en a pas parlé, mais ça m'est arrivé d'amener des groupes d'élèves ou des groupes de gens sur des places dans le cadre de rendre visite à des places publiques et de se dire est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on devrait faire ci, est-ce qu'on devrait faire ça? Qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent? Les voitures, la place de ceci, la salle, j'étais même... Enfin bon, je ne vais pas vous donner des exemples, ça serait trop long. Mais à partir du moment... Ou alors quand on va nettoyer une plage à Marseille. Bon, à partir du moment où on est sur le terrain, je veux dire que le terrain, ça peut être l'arbre, la plage, les déchets, la configuration de la place, le design, etc. Tout ça, ça participe de la conversation. Ça devient partenaire, si vous voulez. Et quand vous incluez l'environnement dans vos conversations entre citoyens ou entre personnes, bah, du coup, vous ne dites plus du tout la même chose. C'est-à-dire que là se créent des situations d'union sociale, d'entente, des compréhensions, c'est-à-dire qui vont bien au-delà de l'intérêt général et qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus durables. Et je prends un autre exemple, c'est l'œuvre d'art. Vous avez je sais pas, des unions sociales autour des œuvres d'art qui sont universelles aujourd'hui, qui sont planétaires. Et pour autant, c'est pas de l'enfumage, c'est pas de la propagande. Je veux dire, ça serait complètement débile de dire la Joconde, ça vaut pas un clou. Je veux dire, ça traverse le temps, les générations, et quand on est face à la Joconde, en vrai, c'est saisissant. Il y a quelque chose il y a une magie là-dedans. Et donc, mais les raisons, moi, pour lesquelles je trouve ça saisissant, c'est pas les raisons que vous avez. C'est pareil dans les sciences, c'est-à-dire que l'appréciation de l'œuvre d'art, ce qu'on appelle un jugement esthétique, qui peut avoir une valeur vraiment universelle, comme le disait Kant, en fait, est relatif à l'agrégation et la convergence de milliers d'expériences singulières et individualisantes. Là, on est en démocratie. Et donc, c'est ça les intérêts généraux. Et après, il faut trouver les méthodes pour les faire advenir. Et ce n'est pas en se mettant autour d'une table qui nous sépare. Parce que là, l'image de la table, ce n'est pas une bonne image pour la démocratie, à mon avis. Bon. On ne se met pas autour d'une table pour parler des affaires qui nous... Non, allons dans un service d'oncologie. Et là, on discute après. Oui, c'est pas pareil. Allons dans une classe de maternelle. Allons dans un EHPAD. Allons dans une usine je sais pas, de macaroni, n'importe quoi. Et là, on peut se parler. Je veux dire, la dimension matérielle de notre démocratie, elle est passée à la trappe. C'est dramatique. De quoi on parle? On ne sait même pas de quoi on parle, en fait. Et alors, pour se trouver un intérêt transversal, c'est très difficile. Donc, c'est ça que moi, je dirais. Pour les méthodes, moi, j'en fais beaucoup, hein, et ça marche bien. Ça marche vraiment, c'est très puissant d'être sur le terrain.
eh ben, on va finir sur le terrain. Merci infiniment, Joël, d'avoir été avec nous ce matin. On va prendre 5 grosses minutes de pause et on enchaîne avec Gideon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.